Je sors de chez moi, je devais apporter une deuxième paire de jeans, des vêtements de rechange ou quoi que ce soit en cas où. Ben, mettons que j'étais en classe, puis là, j'allais dans les toilettes me cacher puis pleurer parce que j'avais trop mal au ventre. J'avais tellement perdu de sang, mon taux de fer était tellement bas, l'anémie et tout, que j'ai dû avoir 4 transfusions sanguines. J'ai commencé à avoir des règles hyper douloureuses. C'était tellement douloureux que même les calmants que j'avais l'habitude de prendre, ça ne calmait plus du tout. J'ai des règles abondantes depuis l'âge de 9 ans. Je suis très abondante, en fait. C'est malheureux. On dirait que les femmes, on leur a donné un titre de « Ah, c'est des chialeuses. Les menstruations douloureuses, c'est normal. » Et il faut continuer à en parler. Il n'y a pas assez, justement, de plateformes qui en parlent. Aujourd'hui, à Audience, on entre dans le vif d'un sujet qui touche des millions de femmes. Et quand je dis vif, je veux dire rouge vif. Yup, on va parler de flux menstruels, de serviettes sanitaires, de sang, mais aussi de douleur, de détresse et d'isolement. Ça sera pas une pub de produits d'hygiène féminine, là. Il y aura pas une fille supposément menstruée, toute souriante, en train de faire du plongeon ou bien de la natation. Non, dans notre cas, la fille serait plutôt angoissée de se lever de sa chaise, ou pliée en deux avec des anti-inflammatoires dans la main. Aujourd'hui, à Audience, on dénormalise la souffrance gynécologique. Aujourd'hui, à Audience, on met en lumière un enjeu qu'on occulte, mais qui touche pourtant une femme sur 5, surtout les femmes noires. Aujourd'hui, à Audience, on parle de fibromes utérins. Alors, comme on dit, on by Audience. Si vous ne savez pas c'est quoi un fibrome utérin, en voici une description simple donnée par Aïssatou Sidibé. C'est la présidente fondatrice de l'organisme Vivre sans fibrome. Alors, un fibrome, c'est une masse musculaire qui se trouve au niveau de l'utérus, qui peut être de la taille d'un petit pois à la taille d'un pamplemousse et qui peut se situer à plusieurs niveaux, à l'intérieur de l'utérus, à l'extérieur de l'utérus, dans le muscle utérin. Et en fait, il peut être très handicapant pour une femme. Alors, il y a des femmes qui ne vont pas avoir de symptômes dans leur vie et on estime que 20 à 40% des femmes vont, elles, en avoir et ça va provoquer vraiment des impacts très handicapants sur leur santé. Des impacts, il y en a de toutes sortes. Il y a le genre pas mal gênant. Je sors de chez moi, je devais apporter une deuxième paire de jeans, des vêtements de rechange ou quoi que ce soit en cas où. Et il y a le genre qui te pourrit carrément la vie. Je trouvais émotionnellement c'était lourd, je faisais beaucoup d'anxiété, dépression à cause de ça. Celle qu'on entend, c'est Lorna, une jeune femme qui a toujours aimé bouger, faire des activités physiques, des sorties, etc. Mais à l'adolescence, elle a commencé à souffrir de kystes ovariens et pas longtemps après, de fibromes. Ça l'a complètement changé. Je pouvais juste être stressée ou quoi que ce soit, puis ça balançait ça. Fait que déjà, les 2-3 premiers jours, je savais que je pouvais pas sortir de chez moi. Fait que mon quotidien, ça m'a vraiment affecté. Au niveau de l'anémie, c'était rendu quand même assez difficile. J'avais des pertes de souffle, comme promener mon chien ou quoi que ce soit, j'étais essoufflée. Fait que je faisais de l'exercice, j'étais pas capable. Des fois, j'allais en vélo avec mes amis, j'étais comme non, je peux pas. Comme j'ai trop mal, ou sinon mon corps, la façon, j'allais shut down dans le fond, à chaque fois. Les fibromes et de manière plus générale les problèmes de santé gynécologique, ça peut carrément dicter comment tu vis ta vie. Parlez-en à Noire Moulium, photographe et créatrice de contenu. Souvent, je dois construire mon horaire par rapport au cycle parce que j'étais comme, OK, si à peu près cette semaine-là, je pense que je vais avoir mes règles, on va essayer de rien booker là, pour y aller vraiment slow. Mais le truc avec les fibromes ou le truc avec l'endométriose, c'est que souvent, on a des flare-up, on sait pas quand s'attendre, ou des fois, c'est tellement comme les périodes sont irrégulières, fait que des fois, c'est une surprise, comme boum, t'atterris. Inattendu, c'est ça. Tu prends l'avion, ça trigger, tu commences à saigner en prenant l'avion. Fait que c'est difficile de naviguer dans la vie lorsqu'on est atteint de ça parce qu'on sait jamais c'est quand qu'on va être en train de souffrir. Genre, comme, je prendrais par exemple, il y a 2 semaines, je devais filmer mon podcast avec une de mes amies qui, elle aussi, souffre. Et les deux, on s'appelle le matin, puis on est comme, hey, j'ai mes règles, puis je suis comme, moi aussi, puis je suis comme, là, ça va vraiment pas, puis elle est comme, moi non plus. Fait qu'on est comme, est-ce que
on remet le podcast, mais on se sent mal parce qu'on fait affaire avec des producteurs, puis on se sent mal de dire aux producteurs on doit annuler, mais c'est tough à expliquer, puis eux, c'est des hommes. Est-ce qu'ils comprennent ça? Non, pas nécessairement. Puis est-ce qu'ils pensent que c'est juste une excuse qu'on voulait pas ou qu'on... Tu sais, c'est ça aussi, c'est comme... Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils nous jugent parce qu'ils comprennent pas, puis qu'on utilise cette excuse-là, genre... vraiment easy, mais c'est non, c'est parce qu'on est vraiment en train de souffrir, en fait, là. Avoir des fibromes, ça veut dire trouver des tactiques, rien que pour passer la journée. Ça veut dire manœuvrer comme on peut, en combinant les serviettes sanitaires, en trimballant du linge de rechange, et quand la douleur s'en mêle, en se tournant vers les pilules, avec tous les problèmes que ça peut entraîner. Écoutons par exemple l'expérience de Bertie. Mais j'avais déjà des règles très 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 douloureuses pendant plusieurs années et on m'avait toujours dit que c'était normal, qu'il fallait supporter. J'avais des règles très douloureuses et très abondantes. J'avais à un moment entendu parler d'endométriose, du coup je m'étais auto-diagnostiquée endométriose. Mais sauf qu'en 2020, mi-2020, fin 2020, j'ai commencé à avoir des règles hyper douloureuses. C'est-à-dire que c'était tellement douloureux que même les calmants que j'avais l'habitude de prendre, parce que je prends énormément d'ibuprofène, ça ne calmait plus du tout. Je me suis retrouvée à avoir pris tellement d'ibuprofène que mon estomac était irrité, donc j'ai commencé à faire de l'ulcère, c'était compliqué. Je suis obligée de superposer les serviettes. À la limite, j'ai un flux qui est tellement abondant que j'utilise des serviettes postpartum. J'utilise des serviettes maxi que je suis obligée de changer tout le temps. J'ai essayé la coupe menstruelle, ça n'a pas marché. Les tampons, j'en parle même pas. Donc bref, c'était un enfer. La majorité des femmes auxquelles on a parlé ont eu leur diagnostic à l'âge adulte. Et ça, même si elles démontraient des symptômes depuis l'adolescence, voire avant ça. Marina, par exemple, a appris à 29 ans qu'elle avait des fibromes utérins. Je suis allée aux urgences parce que j'avais une douleur horrible au niveau de l'utérus et du bas du ventre, je vais dire. Et finalement, c'était un kyste qui avait explosé selon le médecin qui était de garde à l'époque. Et en faisant l'échographie, il a découvert que j'avais un fibrome de la taille d'une balle de tennis ou de ping-pong. Et quand il a fait l'analyse, moi, j'étais pas choquée parce que je savais que ça devait m'arriver à un moment donné. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fibromes utérins sont prévalents dans la famille de Marina. Et elle, ses menstruations sont difficiles depuis qu'elle est toute petite. Toutes les femmes de ma famille qui sont en âge de procréer, ou presque toutes les femmes, je pense qu'il y en a juste une qui n'en a pas, ont des fibromes ou ont eu des fibromes. Toutes celles qui ont eu déjà des enfants, à part une, ont toutes eu à enlever leur utérus en faisant une hystérectomie à cause de fibromes. Donc, dans ma famille, c'est très connu et c'est un réel fléau. J'ai des règles abondantes depuis l'âge de 9 ans. Je suis très abondante, en fait. Et mes menstruations sont terribles et je souffre d'anémie continuellement. Des fois, les symptômes causés par les fibromes utérins s'aggravent tout d'un coup plus tard dans la vie. C'était le cas pour Cynthia. Avant la trentaine, ces fibromes lui causaient pas trop de soucis. Mais pendant un moment de sa vie particulièrement éprouvant, son état a vite dégénéré. De 36 à 38, avant l'opération, la progression a été rapide. Donc, j'ai été comme un an et demi où, quand j'allais travailler, les premiers jours de mes menstruations, j'étais obligée, le midi, d'aller me coucher à l'infirmerie pour pouvoir faire le reste de ma journée. Parce que j'étais vraiment les 7 jours en hémorragie, là. Et puis, au mois de mai, j'ai un oncle qui a été frappé par un train aux États-Unis. Puis dans la nuit d'après, on m'a appelé pour dire que ma grand-mère était morte en Haïti. Fait que ça, on a pris l'avion, on a été en Haïti. J'ai commencé à avoir mes menstruations le 1er juin, je m'en rappelle, en Haïti. Là, on devait rentrer, prendre l'auto, toute la famille aller aux États-Unis pour l'enterrement de mon oncle. Puis, entre ça, j'ai attrapé une maladie qui s'appelle le chikungunya en Haïti. Puis, tu te fais piquer par un insecte, mais ça ton système immunitaire, là, il est affaibli. Fait que là, je me rappelle, c'est du 1er juin jusqu'à ce que je me fasse opérer en octobre, là, j'étais en hémorragie 4 mois, là. 4 mois. Puis, c'était des tasses par jour.
Fait que c'était pas évident. Mon fils, à l'époque, il avait peut-être 11 ans. Quelques années après, il m'a dit, tu sais, moi-même, c'était une période où j'étais un peu déprimée parce qu'on était habitués en famille de sortir, de faire des activités. Puis là, tout d'un coup, la maman, tout l'été, elle est couchée sur un sofa. Là. Tu sais, puis je pouvais juste rester couchée. Là. Oui, oui. Les effets des fibromes peuvent aussi se faire sentir lorsqu'on change ses habitudes de vie. C'était le cas pour Caroline lorsqu'elle a arrêté de boire. Quand j'ai arrêté de consommer de l'alcool, j'ai commencé à sentir plein de maux que j'imagine que je couvrais avec l'alcool. Puis j'ai commencé à sentir que il y avait quelque chose dans mon estomac. Fait qu'en fait, j'ai consulté. Moi, je pensais que j'avais des problèmes de digestion. Donc, je suis allée consulter. On m'a fait un papier du médecin pour aller faire une échographie pelvienne et abdominale. Et à ce moment-là, on a découvert une grosse masse. Au début, on m'a juste dit ça. On a découvert une grosse masse qui est anormale. Fait que c'est sûr qu'au début, ça fait peur quand on dit que tu as une masse, puis qu'on sait pas c'est quoi. Et là, plus le temps avançait, plus en fait, j'ai eu une imagerie, un IRM, pour aller voir vraiment en profondeur c'était quoi, si c'était une masse cancéreuse ou si c'était un fibrome. C'est là que j'ai appris c'était quoi des fibromes. Et c'était bel et bien un fibrome de 7 cm de diamètre. Donc, il était assez gros. Dans le cas de Caroline, c'est vraiment après l'accouchement que ses règles sont devenues atroces. Honnêtement, j'ai jamais eu des menstruations aussi douloureuses que ça, surtout après la grossesse. Quand l'utérus a commencé à reprendre sa place après l'accouchement, les premières menstruations ont été horribles et le sont encore. Parlant de grossesse, un des problèmes avec les fibromes, c'est leur impact sur la capacité à tomber enceinte. Dépendamment d'où ils se situent dans l'utérus, ils peuvent nuire ou même bloquer tout désir de porter la vie. Ils peuvent rendre les rapports sexuels désagréables, voire douloureux. Ils forcent aussi à faire des choix qui demandent une grosse réflexion. La présidente fondatrice de Vivre sans fibromes, Aïssatou Sidibé, a passé par cette réflexion quand ses fibromes sont revenus il y a 3 ans. Et mes fibromes donc sont revenus. Ça ne me posait pas de problème jusqu'au moment où j'ai pensé à concevoir. Et là, je me suis interrogée. Et je me suis dit, ça y est, on est rendu là en fait. Okay. On est rendu là. On est rendu là parce que le fibrome utérin peut être un problème au niveau de la fertilité. Oui. Dans 1 à 2% des cas, le fibrome est responsable de la fertilité. Statistiquement, on le sait. En fonction de l'emplacement du fibrome, en fonction des chirurgies, oui, c'est un risque aussi. Oui. Quand on se fait retirer les fibromes, on vient jouer un peu dans l'utérus. Donc, il y a des cicatrices qui se font, des adhérences. Si vous ne connaissez pas les adhérences, faites vos recherches là-dessus. C'est complexe et finalement, ça ne résout pas le problème puisque lorsqu'on veut tomber enceinte et qu'il y a des fibromes et qu'on se fait opérer, déjà on nous dit qu'on a un laps de temps pour se faire opérer et ça c'est normal, hein, on peut attendre 6 à 1 an en attendant que l'utérus guérisse au niveau des cicatrices, mais qui nous dit justement que la chirurgie qu'on a eue n'aura pas de conséquences sur notre fertilité par la suite. Et finalement, on se dit, surtout quand on essaye de tomber enceinte, on se dit, mais est-ce que c'est la chirurgie que j'ai eue il y a 3-4 ans qui pourrait être responsable aujourd'hui de problèmes? À cause des fibromes, des femmes sont confrontées au choix difficile de supporter leur souffrance ou de renoncer au désir de porter la vie. À bientôt 37 ans, Noire est rendue là. Et elle doit envisager plusieurs options différentes pour devenir parent. Étant donné qu'il y a quelques semaines, j'avais eu un gros flare-up, j'avais saigné pendant 1 mois et demi et j'avais vraiment eu mal.
c'était vraiment l'enfer. Et, tu sais, j'ai pensé, genre, j'étais comme, est-ce que je me fais faire retirer l'utérus? Puis je suis présentement en questionnement à savoir justement si je vais me faire retirer l'utérus puis que je trouverai un autre moyen pour avoir des enfants. Puis justement, c'est quelque chose que je vais voir la semaine prochaine avec mon gynécologue, que ça soit genre peut-être de froze my eggs et voir les options qui s'offrent à moi, puis comme genre, I don't know, mère porteuse ou genre l'adoption. Pour moi, ce n'est pas une fatalité si je ne porte pas l'enfant. Puis ça, c'était comme c'est une réflexion que j'ai eue, ça fait plusieurs années, parce que j'ai déjà fait une fausse couche. Pour moi, c'est comme, il y a plusieurs façons de devenir mère, et je suis pas fermée aux options, ou comme à travers la technologie qui s'offre à moi, que ce soit comme faire du in vitro, ou comme faire affaire avec une mère porteuse, ou l'adoption. Je suis ouverte à tout, mais si je tombe enceinte, c'est sûr que je serai heureuse. Et je pense que il y a plusieurs femmes, on a ce désir-là de savoir c'est quoi cette sensation-là et tout, de l'expérimenter. Mais si ça n'arrive pas, pour moi, c'est pas une fatalité. Je veux juste comme, it wasn't meant to be. Et je veux pas trop m'apitoyer sur mon sort non plus, là. Vous l'avez peut-être entendu, beaucoup de femmes se font dire que c'est normal de saigner beaucoup, d'avoir mal pendant les menstruations. On m'avait toujours dit que c'était normal, qu'il fallait supporter. Pardon, dans nos cultures, souvent nos parents nous disent « Ah, c'est normal de souffrir ». Cette idée-là, elle se transmet de mère en fille, mais aussi de soignant à patiente. Elle est persistante et on finit souvent par l'intérioriser et endurer ses souffrances pendant des années. Jusqu'au jour où on se compare à d'autres et qu'on réalise qu'on vit quelque chose de problématique. C'était le cas, entre autres, pour Noire. J'ai l'impression que si j'aurais traité ça plus tôt et si on m'aurait pris au sérieux, comme genre depuis même mon adolescence, alors que comme malheureusement souvent dans nos cultures, souvent nos parents nous disent « Ah, c'est normal de souffrir ». Moi, ça a été mon cas, comme ma mère, peut-être qu'elle était pas trop au courant de ça, mais elle faisait juste dire « C'est normal de souffrir, c'est normal », mais comme non, c'était pas normal comment je souffre. Souvent, genre, je manquais mes cours. Mettons que j'étais en classe, puis là, j'allais dans les toilettes me cacher puis pleurer parce que genre, j'avais trop mal au ventre. Puis, étant donné que ma mère, elle a tellement banalisé ça, à un moment donné, ça a vraiment fait son chemin, puis je suis comme, c'est normal que j'ai mal, c'est normal. Même, comme, après ça, genre, comme dans ma vingtaine, quand je regardais mes amis, il y avait personne qui souffrait comme moi, puis je suis comme, yo, non, c'est pas normal comment que je souffre. Puis c'est là que ça a commencé j'ai comme genre semé un grain, là, une graine, puis je suis comme, yo, c'est pas normal comment je souffre et tout, là, puis ça empirait. Souffrir de fibrome utérin, ça peut te faire sentir différente des autres, seule au monde. Parce que oui, toi aussi t'as tes menstruations, sauf que dans ton cas, ça prend toute la place et ça t'empêche de vivre. Comme Lordna l'explique, ce n'est pas tout le monde qui a un utérus qui comprend ça. J'étais gênée d'en parler, comme des fois je voyais les filles, je suis comme, tu sais, genre, je peux pas, genre, tu sais, je saigne beaucoup ou quoi que ce soit, puis c'était comme, ah, ben moi aussi. Là, j'étais comme, ah, ok, tout le monde, mais pas au même niveau que moi, là, c'était complètement différent. Fait que c'est sûr que j'étais gênée d'aller à la salle de bain comme 3 fois dans 1 heure. Tu comprends? Comme, c'est pas normal. Tu sais, d'aller chercher, comme ils sont comme, ok, ouais, moi je dois mettre une serviette, un pad avec un tampon. Ils sont comme, quoi? J'étais comme, ben oui, en cas où. Ils disent, ah, tu peux mettre un protège-dessous. Je suis comme, non, tu comprends pas. Tu comprends pas, ça marche pas comme ça. L'errance médicale est un autre effet des fibromes. Des femmes doivent souvent consulter plusieurs professionnels de la santé différents avant d'avoir un diagnostic ou un traitement viable. Ça contribue à les faire se sentir isolées et incomprises. Lordna, par exemple, parle d'un vrai parcours du combattant. Après d'être diagnostiquée, dans le fond, c'était après, j'avais une grossesse ectopique. C'est là qu'ils ont découvert que c'était la cause. Puis ensuite de ça, c'est là que j'ai trouvé que le système n'était pas nécessairement là pour moi parce que ça faisait plusieurs fois que j'allais à l'hôpital par rapport à des douleurs, mais ils n'avaient jamais vraiment fait tous les diagnostics possibles pour savoir c'était quoi exactement.
Fait que je l'ai su après. Je trouve que j'ai pas eu de suivi. C'est moi qui devais courir après le système pour pouvoir prendre des rendez-vous, demander qu'est-ce qui peut être fait, est-ce que je peux avoir un scan, est-ce que je peux avoir ci ou quoi que ce soit. Puis au niveau des douleurs, il voulait me prescrire soit des antidouleurs, mais il dit rien qu'on peut faire pour toi. Comme d'autres à qui on a parlé, Marina a eu l'impression qu'on minimisait le poids que ses symptômes ont sur sa vie. Et ce qui la fatigue royalement, c'est d'avoir l'impression que c'est sa responsabilité de recevoir les bons soins. À l'époque, j'avais 29 ans quand je l'ai su. Et comme j'ai dit, le médecin s'est comporté quand même assez bien qu'il a banalisé la chose. Beaucoup de femmes ont des fibromes, vous inquiétez pas, etc. Moi, j'ai toujours eu ce type de banalisation, comme quoi vous allez pas en mourir, ne vous inquiétez pas. Mais la réalité, c'est que je sais à quel point ça affecte ma vie. Mon anémie, c'est un gros problème pour moi. Mes règles abondantes, c'est un gros problème pour moi. Donc, c'est toujours cette banalisation. Puis, je trouve ça aussi très déplaisant de toujours avoir à se battre, se défendre, s'affirmer de manière plus forte quand on parle de fibrome, comme si les médecins prendraient jamais ça au sérieux. Donc, c'est à toi de le faire, c'est à toi de faire tes recherches, c'est à toi de te protéger, etc., etc. Donc, c'est ça qui est le plus difficile pour moi. La banalisation, elle vient aussi de plus loin que notre entourage. C'est la société au complet qui nous renvoie l'idée qu'avoir un utérus, ça vient avec des douleurs, des inconforts et faut s'y faire. Comme le dit Caroline. C'est malheureux, on dirait que les femmes, on leur a donné un titre de « Ah, c'est des chialeuses, les menstruations douloureuses, c'est normal ». Cette banalisation et ce sentiment d'être incomprise, ça crée l'impression d'être livré à soi-même, que notre douleur ne compte pas. Une prise de conscience publique est nécessaire et même inévitable, d'après Aïssatou, de vivre sans fibrome. Parce qu'on a tendance à banaliser le fibrome utérin. Oh, c'est rien, on n'en meurt pas. Oui, les femmes se plaignent, c'est normal d'avoir des règles. Donc il y a cette forme de banalisation et de frustration de ne pas être écouté par les bonnes personnes qui sont là pour nous soigner ou pour nous écouter tout simplement dans notre entourage. Et une forme aussi d'isolement. Où est-ce qu'on va quand on a justement un diagnostic qui nous provoque justement, qui nous pourrit la vie en fait, clairement. Et j'en suis bien placée pour en parler puisque j'ai vécu 10 ans avec des fibromes. Mais moi qui était une ancienne athlète de haut niveau, il y a eu des matins qui ont été durs. Ouais. Et il faut continuer à en parler. Il n'y a pas assez justement de plateformes qui en parlent. Pour moi, le fibrome est un enjeu de santé publique. Quand on regarde les statistiques, c'est alarmant et ça, je le dis. Bientôt, là, on fait la sensibilisation en octobre sur le cancer du sein. De plus en plus, on fera de la sensibilisation sur le fibrome, l'endométriose. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est quoi les solutions pour les personnes qui sont atteintes de fibrome? Pour gérer les symptômes, il y a les produits de santé naturelle, les infusions, les bouillottes, les sacs magiques et tous les autres remèdes naturels. Mais il y a aussi des changements d'habitude de vie, comme ceux que Noir a fait. En fait, j'avais déjà commencé à changer mon mode de vie, surtout au début de ma trentaine. Tu sais, j'ai compris qu'il y avait certains aliments que je devais couper. J'ai réduit énormément ma consommation de viande rouge. Puis, tu sais, dans la culture, moi, je suis moitié haïtienne, moitié camerounaise. Et souvent, c'est comme on mange beaucoup de viande dans nos cultures. Et je suis quelqu'un qui aime également beaucoup les produits laitiers, genre le fromage et tout, les charcuteries. Donc, tu sais, j'ai réduit énormément à ce niveau-là. Là, si je le fais, c'est comme durant le temps des fêtes. Donc, c'est d'aussi s'ajuster, mais c'est comme en même temps, on se prive des petits bonheurs dans la vie. Et donc, au niveau de l'alimentation, il y a eu du changement. Le gluten aussi, j'évite le gluten. Mais on en trouve tellement souvent partout. Fait que c'est extrêmement difficile au côté alimentation de faire attention parce que t'es au restaurant, t'as pas beaucoup d'options. T'es comme... ce qu'on est habitué à cuisiner, on est habitué à faire des pâtes, à manger du pain, mais c'est comme de tout couper ça puis de changer ton mindset
par rapport à l'alimentation, c'est beaucoup. Et sinon, j'ai commencé à faire du yoga, puis c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, genre surtout au niveau mental, parce que, tu sais, on a la douleur physique, mais on a aussi, genre, la douleur mentale ou, genre, d'être fatigué, en fait, de combattre avec ça, là. Il y a aussi la médication. Ça peut apporter un grand soulagement, comme ça peut aussi ne pas marcher. Et ça cause des effets qui sont franchement indésirables. De toute évidence, ce n'est pas pour tout le monde. Comme le dit Aïssatou. Choisir entre la peste et le choléra, à un moment donné, on se dit non, quoi. Bertie, par exemple, a essayé un traitement par injection pendant 6 mois et elle trouve que le jeu en valait la chandelle. Pour des gens qui ont vécu des règles douloureuses pendant toute leur vie, ils comprendront quand je dis que ça a changé ma vie de pas avoir mes règles. Il y a eu un moment de ma vie où j'avais l'impression d'avoir mes règles tout le temps. Parce que j'avais tellement mal que, en fait, ça me prenait des semaines ça prenait des semaines à mon utérus de récupérer après ma période menstruelle. Et à peine que je récupérais, j'étais déjà dans le nouveau cycle et j'avais encore mes règles. Donc, le fait de faire 6 mois sans mes règles, pour moi, c'était déjà, franchement, c'était inespéré. Ça a complètement changé ma vie. J'avais une meilleure qualité de vie. Je pouvais passer du temps avec mes amis, avec ma famille, faire des plans, sans m'inquiéter de la douleur, sans m'inquiéter du flux. Par contre, le décapeptile, pour celles qui l'ont déjà testé, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, j'avais beaucoup de bouffées de chaleur qui n'étaient pas intéressants. Bertie raconte qu'elle a même commencé à faire de l'hypertension artérielle après son traitement. Mais elle le dit bien, elle n'a rien trouvé qui établit un lien direct entre les deux. Et elle avait des antécédents dans sa famille avant de faire de l'hypertension. N'empêche que maintenant, elle doit suivre un traitement à vie pour ça. Mais pour elle, c'est un moindre mal. Ça a vachement changé ma vie. Le décapeptile n'a pas fait disparaître mes fibromes, il les a calcinés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des fibromes, ils sont là, ils sont visibles dans une échographie, mais ils ne sont plus actifs. Je ne me suis toujours pas fait opérer. Ma gynécologue aime bien dire que j'ai gagné quand même un sursis de 4-5 ans parce que la plupart de mes copines qui s'étaient fait diagnostiquer presque au même moment que moi ou après, ou même des gens de ma famille et qui se sont fait opérer, certaines sont à leur 2e, 3e, voire 4e opération pour enlever les fibromes. Et moi, Dieu merci, j'ai pas encore eu à passer par cette case-là. Et l'autre côté intéressant, c'est aussi que je suis tombée enceinte entre-temps. Après, j'ai juste décidé que c'était pas le bon moment pour moi, mais ça m'a prouvé aussi que je pouvais tomber enceinte naturellement et que j'avais pas de problème à ce niveau. Caroline aussi a essayé les injections et elle, ça a été le contraire de Bertie. Les résultats ne l'ont pas du tout enchantée, encore moins les effets secondaires. Donc voilà, on m'a proposé plusieurs traitements. C'était soit la pilule contraceptive pour aider à contrôler la grosseur ou le choix que j'ai fait, qui était un choix pour faire fondre le fibrome, qui était le Lupron des peaux. On m'avait averti très bien des symptômes que ce médicament-là pouvait causer. C'était des symptômes qui ressemblaient beaucoup à la ménopause. Mais c'était l'option qui avait le plus de chances de faire fondre le fibrome. Donc, j'ai fait le Lupron des peaux pendant 6 mois. Les symptômes sont horribles. Je n'ai pas hâte à la ménopause. Bouffée de chaleur, dépression, idées très noires. Puis, pour finalement, 6 mois après, le fibrome n'avait pas bougé. Il était encore la même grosseur, même qu'il avait pris, je pense, quelques millimètres. Donc, est-ce que je referais le même choix? Maintenant, le sachant, non. J'ai pas de temps posé de questions à savoir à quel point ça fonctionne sur les femmes. Et encore là, je suis consciente que chaque femme a un corps qui réagit différemment aux médicaments. Donc, moi, j'étais de celles que ça n'a pas réagi. Une autre forme de traitement, la myomectomie. Ça, c'est quand on se fait retirer des fibromes par chirurgie. Lorna l'a fait en juillet 2023, après qu'elle ait parlé de son désir de grossesse au médecin. Les bienfaits ont été phénoménaux. Elle a retrouvé la Lorna d'avant et même 1 an après, ça l'a remis encore d'en parler. C'est sûr que après ma convalescence, j'ai vraiment commencé à m'entraîner. Je te dirais, la première fois que j'ai été sur un treadmill puis j'ai commencé à courir, j'étais pas essoufflée. Pour moi, j'ai commencé à pleurer. Juste pour te dire à quel point que j'étais comme, oh mon Dieu, genre, ça a fait un impact tellement direct. Juste comme de tous les jours, désolée.
Juste de tous les jours, je trouve que juste d'être capable de faire des activités sportives, ou que ce soit au niveau de ma fatigue, ça m'a vraiment aidé. Mon anémie, mon hémoglobine a vraiment remonté directement. Depuis, j'avais plus besoin de retourner à l'hôpital. J'allais à l'hôpital quand même une fois par mois, presque, ou 2 mois. J'avais besoin de faire des transfusions de fer à cause que je pouvais pas faire des transfusions de sang. C'était vraiment lourd. Fait que c'est sûr, depuis mon opération, j'ai vu la différence. Mentalement, j'étais moins anxieuse. J'avais beaucoup moins d'anxiété. Niveau dépressif, je pense que j'avais plus aucun symptôme. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Fait que je sais que c'était en lien directement avec les fibromes. J'ai fait des consultations, j'ai trouvé de l'aide, mais il n'y a rien qu'ils pouvaient faire vu que c'est au niveau physique et santé. Donc maintenant, oui, je me suis retrouvée parce que je pense que j'ai tellement d'énergie en dedans de moi, puis je me suis dit, tu sais quoi, ça m'a trop affectée, je suis tannée, je veux pas que ça affecte qui je suis. Genre, j'ai tellement de trucs à donner, puis je vais être là, fait que je me donne à 100%. Comme Aïssatou l'a dit plus tôt, la myomectomie, c'est un pensez-y bien si on veut porter la vie, parce que ça a ses risques. Il faut en être conscient et prendre les démarches qu'il faut au préalable. À l'époque, quand je me suis fait opérer, je le savais qu'il y avait un risque sur ma fertilité. Je le savais. Ok. J'avais fait mes recherches en tant que fibromèle. Oui. J'avais fait mes recherches. À cette époque, j'avais 32 ans. Et je ne sais pas, peut-être en faisant mes recherches, j'avais fait un bilan justement de fertilité. Et j'avais vu à l'époque que ma réserve ovarienne, l'AMH, et ça je le conseille à toutes, je dis bien toutes les femmes en âge de procréer, qu'elles soient célibataires, en couple, dans des situations difficiles ou pas, de demander un bilan de fertilité au-delà de 30 ans. Au-delà de 30 ans, même après 35 ans, c'est un peu tard, mais entre 30 et 35 ans, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on essaye de fonder sa famille. Et même si on ne le veut pas, ça nous permet justement de poser des actions concrètes. Et ces actions concrètes, c'est quoi ? Tout simplement de faire un état des lieux, un bilan de fertilité. On va souvent entendre ces personnes vous dire j'en ai pas besoin parce que, ou du médecin, vous êtes célibataire, il n'y a pas de désir d'enfant maintenant, ça peut attendre. Pourquoi un bilan de fertilité ? Mais le fait de savoir qu'il y a un problème, la congélation des ovules, c'est une action concrète auquel on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup dans la communauté. C'est quand même quelque chose de concret parce que justement, le jour où on voudra concevoir, on peut utiliser justement nos propres ovules s'il y a un problème. Ouais. Donc, à cette époque-là, je me rappelle, à 32 ans, je me suis dit, ok, est-ce que tu es prête à congeler tes ovules ou pas ? Ça m'a pris quand même de la réflexion et au final, j'ai fait le choix en me disant non. En mon âme et conscience. Pour l'instant, la seule façon d'être certain de se débarrasser définitivement des fibromes et de leurs symptômes, c'est l'hystérectomie. Ça, c'est quand on se fait retirer l'utérus au complet. C'est radical, c'est pas pour tout le monde. Ça empêche de tomber enceinte, ça a des effets franchement désagréables, mais ça débarrasse des fibromes pour de bon. Vous vous souvenez de Cynthia? Celle qui a enduré 4 mois d'hémorragie en plus du chikungunya? Eh bien, elle a subi une hystérectomie et elle en parle comme d'une véritable délivrance. Malgré la convalescence, malgré les symptômes de ménopause. Et Cynthia est très consciente que c'est pas une solution pour tout le monde. Aujourd'hui, ça va. Je veux dire, ça fait 10 ans, donc pour moi, je dis que ça a été la meilleure chose de ma vie, médicalement parlant, je veux dire. Parce que ça m'a complètement libérée, là. Je veux dire, mon énergie est revenue, j'avais plus de contraintes, j'avais plus de menstruation. Moi, c'était la joie, là. C'était à ce niveau-là. Mais c'est par rapport à mon histoire. Chaque femme le vit différemment. Puis moi, c'était juste comme, j'en peux plus. Je peux plus vivre comme ça. Fait que pour moi, c'était... Je suis émotionnelle, là, parce que...
c'était une période vraiment difficile. Fait que pour moi, c'était comme, hey, le plus on peut finir avec ça, là, c'est... Fait que non, c'est... Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent comme quoi qu'elles ont plus leur utérus, que la féminité est affectée et tout ça. Je sais pas si c'est que j'ai décidé que ça m'affecterait, pas que ça m'affecterait pas, mais que j'ai décidé de pas définir ma féminité par rapport à un utérus. Je me suis dit que la féminité, il y a d'autres choses qui définissent ça. Pour moi, je l'ai vraiment pas vécu comme une perte de féminité, là. Oui, je me retrouve. Oui. Puis je pouvais faire autre chose, là, comme je pouvais recommencer à avoir une vie de famille normale. Oui, il y a eu des questionnements. On décide pas de faire ça sans se poser des questions. Puis je me la suis posée. Je me suis dit, est-ce que je vais me sentir moins femme après? Puis j'avais déjà dans l'idée que c'était pas ce qui définissait une femme, donc ça m'a aidé. Mais je sais que toutes les femmes ne le vivent pas comme ça. Si vous vous reconnaissez dans le contenu de cet épisode, le mot d'ordre, c'est vraiment de consulter, d'insister pour aller au fond des choses. Parce que comme on dit en créole, c'est mettre coq veillé quoi. C'est à toi de prendre ta santé en main, d'en être actrice, comme dit Vivre sans fibrome. Si tu es jeune et que tu es dans l'adolescence et tu souffres déjà, comme tout de suite, insiste avec le corps médical pour qu'on fasse des recherches plus poussées. Tu n'es pas obligé de prendre la pilule ou la contraception pour... il y a d'autres options qui s'offrent à toi. Faut vraiment pas banaliser la chose, comme aucunement que t'as mal au bras ou que t'as mal à la jambe, va regarder qu'est-ce que c'est. Si jamais un docteur te dit comme quoi que dans le fond ça va passer, on va essayer d'attendre quelques temps, t'es encore jeune ou quoi que ce soit, surtout à cause de l'utérus, ils nous disent comme quoi on est jeune. Non, aucunement, on va voir une deuxième opinion, une troisième opinion s'il faut. Il y a des cliniques de fertilité, va au privé, comme dépense l'argent, on a des assurances au pire ou quoi que ce soit, essaie de faire les recherches possibles parce que il faut pas banaliser d'avoir mal, du tout, même des crampes régulières, ça peut être de l'endométriose ou quoi que ce soit d'autre, mais va te faire diagnostiquer le plus tôt possible. Audience est écrit, produit et réalisé par Christina Dabel et moi, Ralph Bonessano. On tient à dire un grand merci à toutes celles qui nous ont livré leur témoignage pour cet épisode. On remercie aussi Vivre sans fibrome pour tout leur soutien. Vous pouvez en savoir plus sur leur service au vivre100fibromes.ca. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Si vous aimez Audience, commentez et évaluez l'épisode sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Ça aide vraiment à faire connaître ce qu'on fait. Vous pouvez lire nos actus et trouver tous nos épisodes avec transcription sur odyans.com. Merci de votre écoute et à très bientôt.